Gracias, querida Ana. Una pregunta muy interesante. Emmanuel, Anna a dit que c'est très magnifique ton texte. Elle a beaucoup aimé. Et elle veut, si tu peux, agrandir un petit peu la question du fantasme. Elle a beaucoup aimé cette partie du fantasme. Et elle veut, si tu peux, dire quelque chose à propos du fantasme. Oui, bien sûr. Il s'agit du fantasme. Qu'est-ce que c'est un fantasme? Pour le dire simplement, c'est un jardin qui nourrit plein de choses. Des choses bien, des choses mauvaises. Mais en tout cas, pendant toute notre vie, il y a bel et bien un fantasme qui est là, comme un écho de notre propre désir. Des fois, ce n'est pas clair, et des fois, c'est hyper clair. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait jouir le sujet. Un fantasme fait jouir un sujet qui a des désirs, mais qui a aussi des résistances. Pourquoi? Parce qu'un fantasme, c'est un fantasme de l'autre, d'une instance qu'on peut dire paternelle, qu'on peut dire maternelle, mais d'une instance quand même, d'une arché, comme on dit en grec, un début. Donc, ces débuts, cette arché, à chaque fois, se remet au travail. Un passage à l'acte, c'est quoi? C'est quand ce fantasme même n'arrive pas à nous garder en vie. Quand il y a un fantasme qui ne suffit pas pour le sujet et qui le pousse aux limites de son désir et de sa vie, les sujets s'obligent à un passage à l'acte. Il n'y a plus de fantasme. Et c'est comme si, pour donner l'image que j'ai commencé à dire, c'est l'image d'un jardin qui prend fin, qui n'arrive plus à nous nourrir. Voilà. Muchas gracias, Emmanuel. Voy a traducir. Dice que se trata de un fantasma, pero ¿qué es el fantasma? Es un jardín que nutre cosas. Estas cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, pero en todo caso en nuestra vida hay fantasmas que están allí como eco de nuestro propio deseo. A veces no es claro y a veces es hiperclaro. Lo que hace el fantasma es que hace gozar. ¿A quién? Hace gozar al sujeto, que tiene deseo, pero también resistencia, y que porque hay un fantasma, es porque el fantasma es del gran otro. La instancia paternal o maternal es algo que en griego llamamos arché. Es como el principio. A cada rato se pone a trabajar ese fantasma. El pasaje al acto se da
cuando el fantasma no se puede llegar a tener, se borra, cuando no es suficiente. Entonces ese fantasma que no hay empuja al límite y el deseo ya no va a poder estar del lado de la vida. Y entonces viene el pasaje al acto. Cuando no hay fantasma, más. Cuando el fantasma desaparece. La imagen del jardín que no nos nutre, que tiene hambre. Je veux dire à propos de ce que tu as dit, Emmanuel, sur que les fantasmes fait jouir les sujets. Il y a aussi l'idée que les fantasmes, c'est un soutien pour les sujets, parce que les sujets ont la jouissance qui va au-delà du désir. Et c'est parce qu'il y a un fantasme que cette jouissance peut se soutenir. C'est-à-dire que le fantasme va faire comme une question de voile. Alors, la jouissance s'arrête parce qu'on a le fantasme. C'est parce qu'on a le fantasme que notre structure peut être névrotique ou pervers, pas psychotique, parce qu'il y a le fantasme qui ne permet pas que les sujets puissent être à côté de l'objet petit a. Donc, le sujet est séparé de l'objet petit a à cause du fantasme. Dans ces cas-là, le fantasme a du bien au sujet. C'est bien d'avoir le fantasme parce que nous n'avons pas la jouissance comme ça, très, très dure. Donc, comment alors le fantasme fait jouir les sujets, mais aussi éloigne les sujets de la jouissance. Il y a les deux fonctions. Je vais traduire en español. Le comento a Emmanuel que me parece muy interesante esta parte que él habla de que el fantasma hace gozar al sujeto. Y yo entonces me pongo a pensar, cuando nosotros trabajamos el fantasma, siempre sabemos que el fantasma es esta función que nos permite separarnos del goce. El goce en el sujeto, si no tiene fantasma, el sujeto cae completamente en la angustia o cae completamente en merced del deseo del otro en la psicosis o cae completamente dentro de una situación de alienación. El fantasma separa al sujeto de su goce. El fantasma funciona como un velo, decimos, un velo que no permite que el sujeto se ponga directamente en contacto con aquello que lo angustia de una manera tremenda dependiendo de la historia de cada sujeto. Es decir, que el sujeto no esté en contacto con el objeto pequeño a sin filtro, sino que hay un fantasma que separa al sujeto del objeto pequeño a. Entonces, si nosotros podemos decir que el sujeto tiene un fantasma y que el fantasma hace gozar al sujeto, podemos también decir que hay otra función del fantasma que es precisamente detener el goce. Entonces serían dos funciones y serían también de alguna manera contrapuestas en esto que está comentando Emmanuel de que el fantasma hace gozar al sujeto. Entonces yo le pido que nos comente un poquito qué piensa de esto. Allez-y, cher Emmanuel. Alors oui, la question du fantasme, moi je prendrai la question du fantasme
par la psychose. Il y a deux écoles, si on peut dire. L'une qui dit que la psychose n'a pas de fantasme, il y a le délire, et l'autre qui dit que quand un sujet psychotique ne délire pas, il fantasme. Donc, ma proposition, c'est qu'un sujet psychotique n'a pas de fantasme. Freud, qu'est-ce qu'il dit dans un texte par rapport à la réalité, le rapport du sujet à la réalité, hein, de 1920, 25, 29, je ne me souviens pas. Bon, qu'il y a des mécanismes qui sont communs entre le névrotique et le psychotique. Mais ce qui n'est pas commun, c'est l'idée du rapport à la réalité. Donc, et si on met aussi la perversion dans le jeu, on voit quoi? Que le fantasme, c'est-à-dire le névrosé fantasme, le psychotique délire et le pervers jouit. Mais, c'est-à-dire, c'est autre chose de dire qu'il y a quelque chose qui est structuré comme ça, et c'est autre chose de dire qu'un névrosé n'a pas accès ou n'a pas le droit à délirer ou à jouir. Comme un pervers aussi, il a des fois accès à un fantasme ou même à un délire. C'est-à-dire que le système pulsionnel, Eros, Thanatos, est toujours là, est toujours ouvert. Donc, pour moi, la question que tu m'as posée, chère Christina, me fait penser à ça, c'est-à-dire que c'est autre chose de dire qu'il y a une structure même du fantasme, qui fait jouir, qui fait abandonner, qui fait gagner, qui fait désirer, etc. Et c'est autre chose l'accès, même par moment ou par des phases dans la vie, des sujets psychotiques, pervers ou névrosés à ça. Donc, à mon avis, le fantasme est pour moi, le fantasme, c'est un topos. Alors oui, structurellement, le pervers et le psychotique n'ont pas accès au fantasme. Il n'y a que le névrosé qui a accès. Mais je pense que en dehors d'un langage des structures, où il y a des moments où un pervers ou un psychotique peut fantasmer, peut avoir son propre accès au fantasme. Donc, c'est là où j'ai dit que oui, bien sûr, c'est-à-dire un sujet névrosé peut être joui de son fantasme, mais peut être aussi, soutenu par son fantasme et peut être aussi être détruit par son fantasme, souffrir de son fantasme. C'est-à-dire, un fantasme n'a pas qu'une fonction sur le sujet, mais plusieurs. Alors, mais pour moi, l'essentiel, c'est de différencier la structure, ce qui est structuré dans la vie psychique du sujet, et ce qui échappe à la structure. Et donc, fait qu'un sujet psychotique, pervers ou névrosé a quand même son propre accès à cet opus psychique qui s'appelle fantasme. Merci, cher Emanuel. Dice Emanuel que la pregunta es bastante interesante porque precisamente nos va a permitir abrir el concepto del fantasma. Dice que, por un lado, el sujeto psicótico no tiene fantasma. Freud dice en el escrito de la relación del sujeto a la realidad de 1925-1929, no se acordaba bien la fecha, que hay mecanismos comunes en la neurosis y la psicosis. Estos mecanismos es lo que tiene que ver con la relación con la realidad. En ese sentido, no van a tener mecanismos comunes.
las estructuras tienen algunas cosas que son comunes y algunas cosas que no son comunes. Hablando del fantasma, el perverso, por ejemplo, va a tener una cierta posición con el fantasma, el psicótico otra y el neurótico otra. Decimos que el neurótico tiene fantasma, allí donde el psicótico delira y el perverso goza. Pero esto no quiere decir que el neurótico no pueda tener también derecho a delirar o derecho a gozar. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos ciertas situaciones que son pulsionales, en donde tenemos un eros y un tánatos abierto. Para Emmanuel, el fantasma es un topos estructural. Y eso le hace pensar a la estructura en sí de este topos. Es verdad que el fantasma hace gocear, también puede hacer desear, también puede abandonar, también puede tener diferentes tipos de funciones en diferentes momentos de la vida. En el neurótico se encuentra fuera del compromiso de la estructura, sin embargo hay un acceso al fantasma que va a ser diferente que en el psicótico. El sujeto neurótico goza del fantasma, pero también está sostenido por el fantasma, como decía Cristina. También podemos decir que puede ser destruido por el fantasma o que puede sufrir por el fantasma. Y esto nos hace ver que hay muchas funciones del fantasma, no nada más una. En ese sentido podemos decir que cada estructura tiene su propio acceso al fantasma. Yo me quedo pensando con esto de que esto no es solo un pasaje al acto, sino que es un suicidio, además. Y siempre hablamos de que todo suicidio, haya o no una carta, está dedicado a. Y Emmanuel había hecho una cierta analogía en un momento con la corona como el Cristo, y quería saber si me podía aclarar un poquito de esto, porque supongo que hace referencia a su propio padre, que el suicidio esté dedicado a su padre, pero me gustaría ver si podría ampliarlo un poquito, por la relación con el Cristo. Bueno, Emmanuel, Facundo a dit qu'on dit que quand un sujet commet le suicide, il y a toujours l'idée de que s'il y a une lettre ou il n'y a pas de lettre, c'est toujours dédié. Alors, il y a un moment où on a vu Neil l'élève avec la corona de Cristo, de Christ. Donc, pour Facundo, il y a une question. Il se demande si c'est quelque chose que les garçons veulent dire au père en tant que Cristo. Ou qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup pour cette question. Alors, ce que je pense, c'est que oui, tout d'abord, mais pas seulement. Je veux dire que la couronne du Christ portée en partant, c'est insignifiant. Et c'est insignifiant qui réinscrit le sujet dans le signifiant. C'est-à-dire, c'est un geste symbolique, on est bien d'accord. C'est-à-dire, il met la couronne de la scène théâtrale. Et cette couronne, c'est la couronne d'épines du Christ, de la souffrance. Hein? Donc, pourquoi elle porte ça? D'un côté, il y a le symbolique. Symboliquement, je souffre en partant. Hein? Et de l'autre côté, ça fait en grec, on dit apotypoma. C'est la trace. C'est une trace. Sans exagérer, je dirais même que c'est une lettre pour notre sujet, pour notre protagoniste. Porter la couronne d'épines, c'est un signifiant important
comme une retranscription du sujet à la naissance et à la mort. Donc, ça s'adresse au Père, c'est-à-dire, Père, ne vois pas-tu que je souffre? C'est l'appel du Christ quand même, sur la croix. C'est le seul moment où le Christ s'adresse à son Père en disant quoi? Père, ne vois pas-tu que je souffre? Hein? Donc, on voit là qu'il y a quelque chose de très très symbolique par ce geste du jeune acteur. Et de l'autre côté, ça fait réinscription de la naissance à la mort. C'est-à-dire, je pars de cette vie portant cette couronne d'épines. Sí, dice Emmanuel que la respuesta que él da es que sí, lo que Facundo ha comentado, pero no solamente, sino que él cree que la corona de Cristo tiene otra significación, porque hay un significante, es decir, hay algo del orden de lo simbólico en la corona. La corona marca ya de por sí a nivel significante el sufrimiento. A nivel de lo simbólico, lo que tenemos es un trazo, que podría ser un trazo. Esperen porque mi cámara se ha ido para arriba. Un momento. Entonces, decía yo, algo del orden de lo simbólico. La corona es un trazo que tiene una letra, es el significante del nacimiento y de la muerte, que tiene que ver con el Padre. Se dirige al Padre, le está diciendo lo mismo que Cristo en su momento, yo sufro. Cuando Cristo tiene la corona es cuando se dirige al Padre diciéndole, ¿qué no ves que me has abandonado? Es algo del orden de lo simbólico, donde el actor está haciendo una recreación del nacimiento y de la muerte. Y fíjense que con esto que comenta Emmanuel, a mí me viene la cuestión de aquel sueño, acuérdense, del hijo que se está quemando. Y entonces le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese sueño de Freud. Acuérdense en aquel caso, cuando Freud nos cuenta del hijo en el sueño, que se quema y en realidad es una demanda al Padre. También a mí me parece interesante que pudiéramos articular lo que se pudiera en relación a la venganza, porque también se dice que así como los suicidios son dedicados, también se dice que tienen algo del orden de la venganza. ¿Habrá querido vengarse Neil del Padre? ¿Hay algo de la venganza en esta historia? Emmanuel, je dis que ce que tu viens de dire à propos du père, je trouve qu'il y a aussi la question de les rêves en Freud, où il y a l'enfant dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dans les rêves où il brûle, où te souviens, c'est exactement ça, oui. Et alors, je veux dire aussi qu'il y a quelque chose à propos de la revanche. On dit que dans les suicides, il y a toujours quelque chose dédié au père, ou dédié à la mère, ou dédié à quelqu'un personne. Et il y a aussi, on dit que dans tout suicide, il y a la revanche.
tu crois qu'il y a quelque chose de la revanche à propos de Nil, de vouloir avoir une revanche à son père, à la façon de vivre, à l'école, à tout ce qu'il y a une représentation de cette tyrannie. Est-ce qu'il y a de la revanche toujours dans un suicide? Alors, bien sûr, pour moi, la revanche, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut voir la revanche en liaison avec la répétition. Qu'est-ce qui se répète? C'est-à-dire, pourquoi je me mets en position de revanche? C'est pour regagner ce qui a été raté. Et structurellement, on dirait que la revanche et la répétition qu'il y a dans la revanche, c'est pour regagner ce qui a été raté d'emblée à la naissance, à savoir le rapport avec l'accès à la vie et le désir. Et d'une manière, maintenant que je le pense, cette courant d'épines, c'est d'une certaine manière, c'est-à-dire porter cet objet, ça renvoie, comment dire, à un autre rapport avec l'objet theta. C'est-à-dire que, comme si, enfin, je dis ça schématiquement, comme si l'objet theta n'a pas fait son boulot. Et il y a un remplacement d'une certaine manière avec cette courant de souffrance, qui veut faire une autre, trace. C'est très important au suicide, la question de la trace. Je laisse une lettre, je ne laisse pas une lettre, j'écris une lettre, je porte quelque chose de très symbolique, c'est-à-dire laisser ma dernière trace, c'est ça la question. Je laisse ma dernière trace. Mais dans la question de la revanche, tu as dit que c'est une revanche de la vie? Non. Je dis que revanche, c'est regagner ce qui a été raté dans la vie. Ce qui était sans issue, pour le dire comme ça. Donc c'est une revanche de qu'il y a quelque chose qui a été raté. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui c'est la revanche de la castration. Oui. C'est-à-dire que ne supportant pas la castration, et de l'autre côté, n'arrivant pas à me révolter ou à révolutionner, et à dire non, moi je vais faire, je vais devenir comédien, c'est fini. Je n'arrive pas à dire ça, à cause de la répression. Et donc, qu'est-ce que je cherche? La revanche. Mais c'est une revanche où la monnaie est la perte de ma vie. Donc, c'est là où je dis que c'est comme si je regagne ce qui a été raté dans ma naissance et dans ma vie. Ok. Dice que la venganza tiene que ver con ganar lo que se ha perdido al dar la vida. Es decir, que lo que no soporta el sujeto es la castración. Entonces, a la hora de vengarse, no podemos decir que se está vengando en realidad de una persona en sí, aunque a veces parezca que es así, sino que se está vengando de lo imperfecta que es la vida, digamos, de la castración, de lo que le parece injusto. Finalmente, el sujeto no ha tenido la posibilidad de tener, yo iba a decir la valentía, podemos decir eso, la valentía de poderse enfrentar al padre y poder hacerse actor, por ejemplo. Entonces, como el sujeto no puede hacer eso, se venga no tanto del padre, sino que se venga de que hay algo que no funciona. En realidad hay algo de él mismo que él no se confronta, pero eso está del orden de la castración y es eso lo que no soporta, no haber tenido la posibilidad de revelarse a lo que él tiene que pagar como moneda de cambio para cumplir con su deseo, que es lo que tanto dice Lacan. Yo digo, cuando hablamos de la mantequilla y el dinero de la mantequilla, si tú quieres un deseo, tienes que pagar un precio.
El precio del deseo de este muchacho probablemente era romper con el padre para siempre, por ejemplo. Y como no puede soportar eso, entonces lo que paga como moneda es su vida. Adelante, querido Carlos Martínez. Hola, perdón. Sí, un poco tocando todos estos temas que están elaborando. Primero que nada, muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y por tu explicación. Primero que nada era una pregunta en relación a la dimensión del fantasma y sus múltiples funciones, como bien están comentando. Yo lo pienso del lado también de poder responder a la pregunta por el deseo del otro. En este sentido, la pregunta para Manuel era, ¿qué cree él, o cuál es su lectura sobre qué es lo que se resuelve, o al menos intenta resolverse en Mill con este pasaje al acto? O sea, ¿cuál es la operatoria que él puede leer ahí como una posibilidad, como una imposibilidad, de ir en contra de este mandato paterno, como una imposibilidad a no poder fallarle a la demanda del padre, o es más bien el establecimiento de un corte en relación a este mandato, ¿no? Como ahorita lo comentan, como la castración, como poder él salirse de este ideal del padre de que él va a ser el médico, de que él va a ser como que la persona que va a triunfar en Harvard y todas estas cosas, cuando a lo mejor la demanda del padre no sé si realmente sea tan feroz, porque pensándolo de cierta forma es él busca el bien para el hijo, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia de poder salirse de esta posición de hijo? Y qué es todo lo que acarrea consigo, ¿no? Como la capacidad de poder defraudar al otro, al padre, como de salirse de su deseo y en contra de la imposibilidad de poder fallar. ¿Cuál es la lectura que hace en este pasaje al acto? Y otra pregunta, si tiene tiempo de tomarla, me gustaría, me parece muy interesante que comenta en su texto de la poesía como acto. No sé si pudiera un poco ahondar un poquito en este tema, la poesía como acto, porque sí me parece muy interesante. Y muchas gracias por su intervención. Gracias a ti, querido Carlos. La primera pregunta no me quedó muy clara. Lo que estás preguntando en la primera pregunta, ¿podrías decirme otra vez? Porque no sé muy bien cómo preguntar. Claro. Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que se resuelve o se intenta resolver con el pasaje al acto? Si es una imposibilidad como de salirse del mandato paterno, de las exigencias del padre, como una incapacidad para fallar a ello, o más bien es la muerte como el establecimiento de un corte en relación a este mandato. Okay. ¿Cuál es la función del pasaje al acto ahí? O si tiene alguna otra, claro. Cher Emmanuel, Carlos Martínez a dit c'est très intéressant tout ce que tu as dit et qu'il apprend beaucoup et qu'il veut te donner deux questions. La première, il veut savoir, à ton avis, est-ce que ce garçon va résoudre avec le passage à l'acte? Il a trois hypothèses. La première, essayer de s'éloigner du père. La deuxième, parce qu'il a failli à son père. La troisième, la mort au lieu du coupe, comme s'il va couper. Et puis, la deuxième question, c'est de si tu peux dire quelque chose à propos de la poésie en tant qu'acte, parce qu'il a beaucoup aimé ces parties de ton texte. Oui. Alors, première question. Tout d'abord, un passage à l'acte, c'est une coupure. Coupure avec quoi? Coupure, ça vient du verbe couper. Je coupe. Donc, c'est comme dans l'analyse, dans les sciences d'analyse. Une coupure, c'est quand
on se met debout sans rien dire. C'est-à-dire, il y a une coupure du langage. Hein? Et d'habitude, c'est quand on veut que l'analysant pense à ce qu'il a dit. Hein? Donc, pourquoi on ne pourrait pas voir le passage à l'acte, tout court, comme ça? C'est-à-dire que le sujet coupe quoi? Le cordon avec la vie. C'est comme s'il se pose la question, et pourquoi vivre jusqu'à la fin? Hein? C'est-à-dire, il y a aussi dans le passage à l'acte quelque chose de très dynamique. Hein? C'est pathétique, c'est-à-dire basta la vie. Hein? Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très dynamique, c'est-à-dire que j'ai choisi, moi, la fin. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand je vais être vieux. Ce n'est pas quand je vais être malade. C'est maintenant. Il y a un point hyper symbolique. Donc, pour moi, il y a des passages à l'acte. Comme il y a des désirs, il y a des passages à l'acte. Il n'y a pas qu'un passage à l'acte. Donc là, on a quoi comme passage à l'acte? Une scène. Le sujet, notre protagoniste, devient le metteur en scène de sa propre mort. Contre le père, contre la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai pris de ma part de vie, c'est ce que j'ai voulu, jouer au théâtre. Basta, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux pas faire une carrière, je ne veux pas. C'est-à-dire, et de l'autre côté, surtout pas, je ne veux pas devenir médecin. Donc, c'est une réponse à la vie même, c'est une réponse à la médecine, c'est une réponse à son père et à sa réflexion. Mais en tout cas, c'est une mesure, c'est-à-dire que, voilà, moi, c'est jusque-là. Je ne veux pas aller plus loin. Donc, il y a deux lectures, pour le dire comme ça. L'une, c'est une retranscription de ce qui a été raté, c'est-à-dire rester en vie quand même et attendre la fin, qui viendra de Dieu, de la mort même, je ne sais pas quoi. Voilà. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de dynamique, la deuxième lecture, qui dit que c'est jusque-là. Moi, je suis content, j'ai joué ma scène au théâtre, c'est fini. Donc, c'est pour ça que je dis que comme il y a des désirs, il y a des passages à l'acte. Tout passage à l'acte n'est pas le même. Le même passage à l'acte a des lectures différentes. Maintenant, en ce qui concerne, si j'ai bien compris, la poésie comme art, pour moi, la poésie, c'est la plus haute, si je peux le dire comme ça, des arts. Pourquoi? Parce que, je dirais comme ça, c'est-à-dire que la poésie est le négatif, pas la négation, le négatif, supplément de la psychanalyse. Puisque ça a à faire avec la langue, ça a à faire avec le langage, ça a à faire avec une autre façon de garder l'éternité vivante. Où ça? Sur la lettre même. Et donc, c'est une autre manière, mais je dirais comme ça, c'est-à-dire que la poésie devient ou est le négatif de la psychanalyse. La même chose à l'inverse. Voilà. Es más caro ir a Grecia que a España. Traduzco. Dice Emmanuel que él, como lo ve, es que el pasaje al acto es un corte. En francés, cortar viene del verbo couper. Hay algo del orden de pasar al acto en esa acción del verbo.
En ese sentido sería cortar el cordón umbilical con la vida. Yo pensé que iba a ser al revés. Yo considero que el pasaje al acto tendría dos características. Por un lado es dinámico. Hay un punto que es hipersimbólico, el deseo del pasaje al acto. En este punto tenemos que la escena del sujeto protagonista tiene que ver con algo que va a simbolizar su propia muerte. Y en ese sentido podemos decir que sí, que puede ser una respuesta al padre, puede ser una respuesta a la represión o puede ser también una medida. Lo importante es que hay dos maneras de leerlo. Por un lado está la retranscripción, en donde puede estar unido el amor, puede estar unido la causa, el dedicarlo, pero por el otro lado está la parte dinámica. En la parte dinámica tenemos la escena del teatro. Allí, digamos, se utiliza esa escena como aquí termina. El deseo aquí termina. Y entonces viene el pasaje al acto. Es como si esa escena del teatro es la antesala del pasaje al acto. Allí, digamos, queda terminado el deseo. Cada pasaje al acto tiene diferentes lecturas. Tenemos que ir viendo las diferentes lecturas del pasaje al acto. En relación a lo que se habla de la poesía, podemos decir que es una sublimación, pero es lo que menos lo sublima, porque estamos hablando del lenguaje. El lenguaje es otra manera de una eternidad en donde vive la letra misma. Esa letra misma vive de otra manera en la poesía. Por eso yo diría que la poesía es lo negativo del psicoanálisis. Y en ese sentido, al utilizar la parte negativo, más bien diría que es su inversa. Si con el humano hace cosas con uso, le da más fuerza, ¿no? ¿Cómo le haces para deslizarte? Bueno, porque no me lo acepta, ¿no? A los dedos. No tiene control de touch la aplicación. Pero ni con esto. Ay, sí. Adelante. Una consulta nada más. Hay una parte de la película donde el profesor está tratando de que Todd hable, ¿no es cierto? De que hable delante de todos, de que haga una poesía y demás. Y ejerce cierta presión sobre él y cierto vértigo, me parece, por cómo está girando la cámara en la escena y demás. Y me preguntaba si esto que hace Todd, que se acerca a algo artístico, a una expresión poética, tiene que ver con el psicoanálisis, justamente por esto que decía que de alguna forma la poesía termina siendo el negativo, aunque no una posición del psicoanálisis. Ese cabrón, ¿no? Relacionado netamente con la película, ¿no? O sea, buscando ese caso particular, ¿no? El tuyo con este sí lo escucho. Facundo a dit qu'il se souvient au moment où les garçons qui s'appellent Todd se dirigent à professeur et le professeur lui dit qu'il parle, et il les met devant tous les élèves pour qu'ils parlent une poésie. Et Facundo veut savoir si c'est ça qui s'approche à cette question poétique que tu parles comme le négatif du psychanalyse. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que le professeur, c'est comme le psychanalyste qui essaye de, retirer l'inconscient. Parle. C'est-à-dire, tu l'as, l'inconscient. Tu as son rapport à toi, à l'inconscient. Donc, parle.
dis-nous, fais sortir le mot. Ce n'est pas comme un psychanalyste. Il dit, alors, allez-y, hein, je vous écoute. Hein. Et l'autre commence à faire des associations. C'est maintenant que je le pense, mais on ne pourrait pas dire que l'association libre, c'est une poésie. Hein? Il y a des instances dans la psychanalyse, dans les sciences, c'est de la poésie. C'est-à-dire, quand ça sort comme ça, tu dis, waouh. También con la palanca. Sí, se ve. Dice Manuel que él piensa que sí, porque el profesor está en ese lugar como una función en donde hace que de alguna manera surge el inconsciente. Él le dice al chico, habla, como lo hace un psicoanalista, yo escucho, tú habla, y en ese momento donde va a salir la palabra. Entonces, aquí lo que tenemos son asociaciones libres, y entonces dice Manuel que él lo piensa ahora mismo, que puede ser que la poesía sea también asociación libre, que en muchas ocasiones en el tratamiento analítico tenemos momentos de poesía, y que uno dice, wow. Respecto a eso se me ocurría recién, y por eso hice la pregunta, de que el profesor les dice en algún momento que poesía no van a encontrar solamente en algunos poemas, sino en un montón de textos, y que de repente de alguna forma se les va a hacer agua en la boca leyéndolos. Y he tenido la experiencia, por así decirlo, con algunos escritos de Freud. De Lacan no me ha pasado porque es muy complejo, pero de Freud, que se expresa de una manera extremadamente fluida y metafórica, y de repente vos decís, esto es prosa poética, no solamente prosa. Y de ahí venía en realidad porque, o sea, como Freud ha ido, argumenta y luego trata de reformularlo todos sus años, se ha contradicho, inclusive ha reformulado las cosas. Entonces, de repente hay ciertos momentos en que parece que estuviera solamente escribiendo, y que nosotros vemos eso como si fuera de primera mano, ¿no? Y bueno, hay momentos Freud que son un poco así, que es prosa poética. Se van culturizando. Facundo a dit que des fois, quand il allie à Freud, il fait un rapport sur la poésie et l'écrit de Freud, parce qu'il y a des moments où il pense que c'est vraiment une écriture poétique et que ça ne l'arrive pas avec Lacan parce que c'est un peu plus compliqué, mais que c'est vrai qu'avec Freud, il y a une question une argumentation que Freud fait, et puis il peut dire une chose, et puis il peut dire une autre chose, et puis il peut changer d'idée, mais il y a de la poésie là. C'est vrai. Moi, je pense de la même manière aussi. Alors, si je pourrais caractériser Freud, je dirais qu'il est un poète angoissé. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix expliquer à lui-même et aux autres son nouvel objet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que peut-être un poète aussi qui cherche le savoir, les images à donner, a la même angoisse, hein? C'est-à-dire de pouvoir, comment dire, faire sentir à l'autre son objet. Et ça peut être une angoisse. Lacan, c'est vrai que c'est hostile, c'est-à-dire, ce n'est pas un hasard que Lacan a rencontré beaucoup les surréalistes. Il a fait partie des surréalistes. Donc, pour moi, Lacan, c'est un autre discours. Un peu presque arrogant par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, ça m'est égal. Mais pour être vrai, ça c'est à
partir des années 60. Avant les années 60, lui aussi, c'est un étudiant, psychiatre, jeune psychiatre angoissé qui cherche à gagner de l'argent. Après, c'est toute sa question avec l'imaginaire, les séminaires de psychose. Il est beaucoup plus clinicien. Il reste, conforme à sa clinique. Après les années 60, on voit un Lacan qui marche ailleurs, pour le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Dice Emmanuel que él también lee a Freud como Facundo, pero para él sería un poeta angustiado, en el sentido de que siempre intenta explicar su nuevo objeto. Entonces Freud tiene allí esa angustia, la angustia del poeta que quiere transmitir eso que siente, eso que ve, eso que es su nuevo objeto. Hay poetas angustiados. Él ve la angustia en Lacan, sobre todo en el primer Lacan, antes de los 60, porque allí era un Lacan joven que no tenía dinero, buscaba tener dinero, era muy clínico y allí había algo del orden de también la angustia de querer transmitir lo que quería él transmitir. Pero después de los años 60, para Emmanuel, Lacan se convierte en un arrogante. Ya no importa que me comprendas. Y a partir de allí, entonces ya viene otro discurso distinto, en donde ya no encontramos un poeta angustiado. Tenemos en el chat una pregunta. ¿Cómo relaciona la falta con el pasaje al acto? ¿Es de Gloria? No sé si quieres decir algo más, Gloria, o preguntamos eso directamente. Pues lo preguntamos directamente, porque yo pensaba si al haber la falta no había necesidad del pasaje al acto. Vale. Gloria a una cuestión, Emmanuel. Él demanda cómo tu peux faire un rapport entre la manque et le passage à l'acte. Je répondrai directement. Quand le sujet est bien décidé, ça ne lui manque rien. C'est-à-dire le manque qui le garderait en vie pour continuer à désirer, à fantasmer et à désirer. C'est-à-dire il y a un arrêt du manque. Où il y a, ça dépend de la structure, hein, mais il y a un refoulement gagné du manque. On se souvient que Freud parle quand même pour les psychotiques, hein, et c'est vers la fin de sa théorie, ce n'est pas au début, où il parle du refoulement raté. Hein. Alors, s'il y a un refoulement raté, il y a un refoulement gagné. Et le sujet, avant de se suicider, il passe par un refoulement gagné du manque. Il ne manque rien. Sauf à mettre fin dans sa vie. Et dans ce que tu as dit, Ouais. et je pense parce qu'on a cette phrase qui dit que quand la manque, ça devient l'angoisse. Alors, s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'angoisse. Il y a le passage à l'acte, ou est-ce qu'il y a l'angoisse et pourtant le passage à l'acte? Je vois. Alors, l'angoisse, c'est quoi, selon Lacan? C'est un affect. Oui. Donc, le sujet peut être très bien affecté par son manque, comme il peut très bien être affecté par le refoulement gagné du manque. Mais ce n'est pas la même angoisse.
C'est-à-dire que on dit par exemple que l'angoisse n'a pas d'objet. Hein? Mais quand il y a une manque qui angoisse, il y a un objet. Quand il y a une angoisse de non-manque, c'est une angoisse, comment on dit ça, cataclysmique, dévastante. Donc là, il n'y a pas d'objet. Il n'y a plus d'objet. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'objet. Donc, il y a des affects très différents. Donc, il n'y a pas d'angoisse, parce qu'il n'y a pas d'objet. Si, il y a d'angoisse, mais c'est une angoisse inobjectale, si on peut le dire comme ça. Et c'est très différent de l'angoisse objectale. Et cette angoisse objectale, c'est l'angoisse du passage à l'acte. Si, oui. C'est une angoisse cataclysmique, c'est-à-dire qui me pousse à la mort, comment dire. C'est-à-dire, c'est pour ça, les sujets, avant de mettre fin à sa vie, il tremble, il peut, c'est-à-dire, il est affecté. Après, il y a aussi le passage à l'acte maniaque, où là, il n'y a pas de sujet. Mais ce n'est pas notre cas. Moi, je parle du cas de notre jeune homme, hein, où il est là et il est très angoissé. C'est sa dernière scène, et il le sait. Hein. C'est la dernière scène du fantasme. Donc, ça l'angoisse énormément. Mais il n'y a plus d'objet. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a joué sa scène, et là, basta. Dice Manuel que cuando el sujeto se vacía de sus ideas, ya no le falta nada. En ese sentido, la falta va a ser de la vida, porque ya no quiere continuar deseando, se detiene allí la vida. En ese sentido, habría una represión que llamamos fallida. Y por otro lado tenemos una represión que llamamos ganada. Antes de suicidarse, lo que tenemos es una represión ganada. Hay algo que tiene que ver con la falta, pero lo que falta es esa falta. Y lo único que importa es poner fin a la vida. Entonces yo le digo que cuando nosotros pensamos en que cuando la falta, lo que tenemos es la angustia, que entonces estamos hablando de un sujeto angustiado, porque la falta. Y entonces él dice que la angustia es un afecto. El sujeto está afectado porque efectivamente está faltando. Pero cuando hay una represión ganada de la falta, en esa angustia no hay objeto. Y esa es la diferencia de la angustia del suicida con la angustia, por ejemplo, de un neurótico normal que no se va a suicidar. Lo que tendría antes del suicidio es una angustia cataclísmica, devastante, pero sobre todo que no hay objeto. No hay falta porque no hay objeto. Falta la falta, pero también falta el objeto. Y esta angustia sin objeto es la que empuja a la muerte. Raquel, creo que tenías la mano levantada. Hola, sí, muchas gracias. Creo que justo por eso la duda. Pensaba como en en la situación del chico del suicidio, cuando se supone que los padres, los hijos son este deseo de los padres, y pensaba en la historia de él, cuando se supone que porque son estos adolescentes que están como en construcción, ¿no? en esta escuela, y justo están en esta formación, y pensaba
si él solo es el deseo de los padres y su deseo no está cumplido o no se cumple al no él hacer o vivir conforme a su deseo y se suicida, entonces ¿qué pasa con la existencia del sujeto? ¿Nunca fue o nunca sucedió? ¿O dónde se queda esa existencia de este sujeto que decide terminar con su vida? Pero creo que es un poco lo que está contestando ahora. No sé si me explico. Sí. De todas maneras, le voy a preguntar a ver si nos dice algo más. Raquel a demandé la suivante question. Elle dit que les enfants sont les désirs des parents. Alors, dans le cas de l'histoire, Neil a été le désir du père. Mais comme il a décidé de ne vivre pas d'accord au désir du père, est-ce qu'alors il n'est plus le désir du père? Et si c'est le cas, où est-ce qu'il va rester l'existence du sujet Neil? L'existence du sujet, c'est, pour moi en tout cas, puisque bon. C'est quoi? Je dis que l'existence, tout d'abord, il n'y a pas une existence du sujet, pour le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est autre chose l'existentialisme. J'existe, c'est autre chose que le sujet. Le sujet, c'est bien le sujet de la castration. Donc, ça a à faire avec l'autre. C'est-à-dire, dans le sujet, tu n'existes jamais tout seul. Ce n'est pas une question d'existence. Ok. Alors, maintenant, où est le sujet? Le sujet, pour moi, est sur la scène théâtrale. C'est là le sujet. C'est-à-dire quand notre protagoniste touche le meilleur de son désir et de son fantasme. Il joue sur la scène une pièce de théâtre. Ce n'est pas au niveau du passage à l'acte où il y a le plus de sujets. Pour moi, le plus de sujets est sur la scène théâtrale. La mort, c'est une autre scène. Ok. Dice Manuel, querida Raquel, que la existencia del sujeto sería más bien algo del orden filosófico. Desde el psicoanálisis podríamos decir que no hay existencia del sujeto, porque el sujeto con el que nos estamos enfrentando es el sujeto de la castración que tiene que ver con el gran otro. El sujeto, por lo tanto, jamás está solo en eso que diríamos su existencia. En la pregunta de dónde está el sujeto, yo diría que en esta historia el sujeto está en la escena teatral. Allí es donde el sujeto toca realmente lo que tiene en juego en su deseo en el fantasma. Es en esa pieza de teatro. No está a nivel del pasaje al acto, sino que el plus del sujeto es la escena teatral. Hay aquí una pregunta que dice que si clínicamente hay posibilidades de acompañar a construir el objeto. Il y a une autre question. On dit que si cliniquement il y a des possibilités pour faire la compagnie, pour construire l'objet au sujet. Est-ce qu'on peut l'aider à construire l'objet? J'imagine que la question est à la place de que ça devienne le passage à l'acte. Dans la psychanalyse, on peut aider à construire l'objet pour éviter les suicides. J'avais reçu, il y a 4 ans, un patient de 60 ans qui avait à dormir un mois.
ne dormait pas du tout. Parce que son ami qui avait aidé et qui était devenu collaborateur dans une grande entreprise, etc., lui avait fait un coup très sévère. Donc, il a perdu son sommeil, pour le dire comme ça. Et en arrivant au cabinet, il me dit, je ne veux pas de psychiatre, je ne veux pas de médicaments, je suis en limite de me suicider. Parce que mon meilleur ami m'a fait ça. Alors, vous acceptez ou pas? Vous m'acceptez ou pas? Tienen a lo mejor diferentes ingredientes. Sí. Donc, là, qu'est-ce que j'ai répondu une fois que j'avais pris toute son angoisse au premier rendez-vous? Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez vraiment que j'accepte quand vous me dites que vous acceptez? Donc, c'était ma tentative de créer un objet de demande. Ça répond? Oui, très bien. Très poétique. Wow. Heureusement, ça a tenu. C'est-à-dire, on avait travaillé 3 ans et il a repris son travail et tout. Donc, mais c'était un moment d'angoisse Oui. très fort. Oui. C'est très joli, Emanuel. Bueno, traduzco. Dice Manuel que hace 4 años él tuvo un paciente de 60 años que vino con él. Resulta que este hombre tenía un amigo y ese amigo le hizo una traición. Entonces este hombre no podía dormir. Y cuando me viene a consultar me dice que él no quiere psiquiatras, que él no quiere medicamentos y que está al límite del suicidio. Le comenta, porque mi mejor amigo me ha hecho esto, bla, bla, bla. Entonces me pregunta, ¿acepta usted o no? Y entonces Emanuel dice que él tiene que tomar toda la angustia de este sujeto, que es lo que nos toca en la función de analistas, tomar toda la angustia de estos sujetos. Y entonces él le preguntó, ¿usted quiere que yo acepte cuando usted me está preguntando que si quiero aceptar? Y piense, Manuel, que al haber hecho esta pregunta, él estaba haciendo una tentativa de construcción de un objeto de demanda. Así que yo le digo que es muy poético. Y bueno, esto resultó bien y el paciente tiene 4 años con él y salió adelante. La última pregunta, porque ya estamos en tiempo. Paola, ¿quieres decirla, querida Paola? ¿Andas por ahí? Hola. Hola. Es que hace rato decía Manuel que si la angustia empuja a la muerte, entonces yo me quedé pensando en relación a lo de su tesis, ¿es el superyo quien empuja a la muerte? Muy bien, lo pregunto. Qué gusto verte, Paola, querida. Emanuel, Paola demanda Canon dit que c'est l'angoisse qui pousse à la mort. Elle se demanda si c'est le surmoi qui pousse à la mort. Oui, bien sûr. Le surmoi, c'est une instance qui, comment dire, c'est comme un agent. À quoi? Agent, agent. Mm-hmm. Il agence quoi, le surmoi, finalement? Le pulsion, le pulsionnel. Et donc, parfois, on se demande, est-ce qu'il y a un désir de mort? Et d'habitude, c'est les mélancoliques qui demandent ça. Est-ce qu'il y a un vrai désir de mort? Donc, parce qu'il y a deux
dia structure, je dirais, la phobie et la mélancolie, qui pose la question comme ça. C'est-à-dire que trouver vraiment le centre qui sépare Eros et Thanatos. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de centre entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Il y a deux pulsions qui font une, c'est-à-dire ça travaille parallèlement. Et donc, oui, dans ce cas-là, je ne pourrais pas vraiment parler d'un désir de mort. C'est une décision de mort, c'est différent. C'est autre chose d'avoir le désir de mort et autre chose de décider que j'ai désiré, c'est ce que j'ai désiré. Voilà, point barre. Daniel, c'est une décision. Oui, puisqu'il a joué son désir. Oui. Il voulait continuer et quand il voit qu'il n'arrive pas à répondre à l'autorisation, à l'autorité de son père, il dit, bon, j'ai joué, c'est ce que j'avais à jouer, j'ai pris mon goût, je pars. Oui. C'est une décision, mais ce n'est pas un désir. Oui. Ok, dice Manuel que sí, que el superyo es una instancia que podemos colocar en el lugar de la gente. En ese sentido, hay algo de lo pulsional. El deseo de muerte está muy presente, por ejemplo, en el melancólico, el verdadero deseo de muerte. En la fobia, en la melancolía, allí donde nosotros tenemos nuestro centro de Eros y Tánatos, en donde en realidad no hay un centro, sino que hay una división entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Las dos pulsiones van haciendo su trabajo, pero hay un paralelismo entre el deseo de la muerte y la decisión. Y yo veo allí la diferencia. Cuando hay el deseo de muerte, lo que se juega no es lo mismo que cuando hay la decisión por la muerte. En el caso de Neil, lo que tenemos es la decisión de la muerte, porque él ha jugado ya su deseo en ese momento del teatro, se ha dado su gusto, luego se ha dado cuenta que no puede enfrentar al padre ni lo puede responder, y entonces decide. Y allí tenemos la decisión. Pero ambas tienen que ver con pulsión de muerte y superyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. La verdad es que estamos muy contentos por haber tenido con nosotros a Emmanuel. Ha sido un honor, un placer enorme tenerlo con nosotros. Yo le quiero agradecer profundamente su presencia y su enseñanza, todo lo que aprendemos con él, porque nos encanta Emmanuel. Varias veces te he dicho que en LaTeX tienes muchos fans. Je dis Emmanuel que c'est un honneur d'avoir pu te voir, t'entendre et aussi apprendre beaucoup de toi, parce que toi, ici à LaTeX, tu as beaucoup de fans. On apprend beaucoup de toi et on est très content de ton assistance, de ton temps. On te remercie beaucoup. Et le voy a dar la palabra. C'est moi qui vous remercie beaucoup parce que vous êtes toujours très aimable et très chaleureux. Et ça me donne beaucoup de la force. Et c'est moi qui apprends de vous. J'apprends de vous le désir, le savoir, comment désirer et comment avancer. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci, Emmanuel. Merci, tu es un amor. Dice Emmanuel que él es el que está agradecido porque nosotros somos muy amables, cálidos y que eso le da a él mucha fuerza, que es él el que aprende de nosotros, de nuestro deseo, de nuestro saber y que ese deseo nuestro le hace a él avanzar. Moi, de mon part, j'ai ce livre pour toi, cher Emmanuel, como cadeau. Au moment où je vais te voir, je vais te donner le livre de cadeau de toute l'équipe de LaTeX.
C'est pour Merci moi beaucoup. plaisir de te donner les livres et c'est pour ce moment, je ne peux pas te l'envoyer, mais je vais te les donner bientôt parce que j'espère te voir bientôt a la Grecia, a la España, a la Voilà, Francia o wherever. 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 On Muchísimas se gracias. donne rendez-vous alors. On se donne rendez-vous. On Ok? se donne rendez-vous.